Merci à toutes et à tous d'être là. Désolé pour ce retard. On se débrouillera pour faire rattraper l'introduction aux personnes qui sont connectées en ligne et qui sont en plus nombreuses, je vois. C'est dommage, c'est comme ça. Donc bienvenue à cette conférence intitulée Logement spécialisé, réponse à un besoin de société ou opportunité de marché, co-organisée par Ideal et AMO à l'occasion de la publication de l'étude Services compris, dont vous voyez l'affiche réalisée par Acadie, comme je le disais. Elle est disponible dès maintenant en ligne sur ideal.fr. Alors d'abord, qu'entend-on par le logement spécialisé? Je pense que vous reviendrez un peu, mais quand même quelques éléments dès maintenant. D'autres le nomment logement non ordinaire, dédié, géré ou thématique, pour dire la diversité qu'il recouvre. En fait, on parle en réalité de trois éléments combinés. D'abord, ces logements s'adressent à des publics spécifiques et peut-être même de plus en plus particuliers. Des étudiants, des jeunes actifs, des seniors, des personnes en situation de handicap, etc. Ils offrent des services qui sont facturés ou non en sus du loyer ou de la redevance acquittée par les locataires. Et puis, sont produits et gérés grâce à des montages fiscaux particuliers, souvent avantageux pour les investisseurs, ou alors ils relèvent du parc social. Donc, difficile de les dénombrer tant ils sont divers, c'est la première chose, mais l'étude publiée ce matin propose néanmoins un atlas à l'échelle de la région francilienne. Vous pourrez le découvrir en ligne. Mais les décomptes de ces résidences sont aussi parfois plutôt établis par des cabinets spécialisés qui les commercialisent et se mesurent en milliards d'euros et non en unités de logement, ce qui donne un petit indice sur la manière dont ils sont avant tout considérés pour leur rentabilité. Par exemple, le commercialisateur CBRE indique que le seul logement pour les étudiants a représenté 1,4 milliard d'euros en 2025, un niveau record. Côté parc social, la ORIF, l'Association des bailleurs sociaux d'Île-de-France, indique que la production de logements spécifiques en 2025 a été multipliée par 2 par rapport à 2024 et représente environ 40, un peu plus de 40% de la production. C'est 10 000 logements en Île-de-France l'année dernière dans le parc social dit spécialisé, spécifique. De son côté, le SDES, le service des études économiques du ministère du Logement, indique que 1,6 million de personnes habitent dans des logements non ordinaires en 2018. C'est un des derniers chiffres disponibles et on a toutes les raisons de penser que ce chiffre est en forte croissance. Alors pourquoi ? Pour une première raison qui tient à la démographie. D'une part, la France vieillit et d'autre part, une part croissante des jeunes accèdent aux études supérieures. Les gouvernements successifs appellent à la production de logements abordables pour les loger et ces deux tranches démographiques font partie des cibles principales de la production de logements spécialisés. Alors, la plupart de ces logements sont aussi rentables pour leurs propriétaires et sont souvent vendus comme des produits financiers, des actifs. Et troisième point qui explique pourquoi ce chiffre est probablement et même certainement en très forte croissance, la production de ces logements peut venir sauver des actifs échoués, des bureaux vides typiquement, dans des secteurs en difficulté en Île-de-France à l'heure de la crise de l'immobilier tertiaire et on voit bien que tout se tient. Mais là n'est pas vraiment le cœur de l'étude, même si c'était bon de le rappeler. Elle vise davantage à analyser, comprendre trois points. D'abord, c'est que ces logements spécialisés, ce que font ces logements spécialisés à la qualité du logement, thème cher à Ideal, mais aussi à AMO, ce que ça fait au loyer, c'est une question cruciale, étant donné le nombre de résidences au loyer élevé, et parfois avec des taux d'occupation un peu faibles, et puis ce que ça fait à leurs habitants. On cherche aussi à comprendre ce que ça fait à la ville, où ils se trouvent, sont-ils ouverts ou fermés sur la rue, les services sont-ils accessibles et à qui ? Et puis la manière dont ils s'articulent avec les politiques sociales, celles qui accompagnent des individus pour des raisons de santé ou de précarité, et peut-être en particulier la précarité des plus jeunes, nous y reviendrons. Ces trois temps guideront un peu l'échange qu'on aura ensuite. Alors, le travail d'Acadie et le débat de ce matin interviennent dans un contexte particulier qui renforce l'intérêt de ce questionnement. Je vais le brosser en deux, trois points rapidement. D'abord, la question des besoins en logement semble revenir au centre du débat. Alors, bien sûr, la bataille des chiffres fait toujours rage pour calculer combien de logements il faudrait construire chaque année, mais on tend aussi à interroger de plus en plus finement le besoin en logement. C'est-à-dire de quel logement a-t-on besoin, de quel logement les individus ont-ils besoin, les surfaces, les localisations et surtout, encore une fois, les prix.
L'idée selon laquelle le logement spécialisé pourrait en même temps répondre à des besoins importants et aider un secteur de la promotion immobilière en pleine crise depuis 2022 mérite aussi d'être bien examinée, car la priorité doit être la production de logements abordables. Est-ce bien compatible avec l'effet contracyclique que représente la production de ces logements spécialisés au moment où les réservations de logements classiques connaissent leur plus bas historique? La question qui se pose est donc bien la suivante. La production de ces logements spécialisés est-elle un effet d'aubaine avant d'être la réponse à des besoins identifiés? Quand on sait qu'il faut compter environ 100 000 euros pour un studio, prix calibré pour permettre l'investissement de ménages sans endettement, et que après cet achat, à peine 10% des propriétaires viennent chercher les clés des logements qu'ils ont achetés, les autres les faisant directement remettre au gestionnaire, on a une idée un peu claire de la réponse à la question de cet effet d'aubaine. Donc le débat de ce matin prend aussi place, dernier point, dans la controverse importante qui agite le monde de l'habitat ces dernières semaines, celle des rapports locatifs. Face à ce qui est souvent présenté comme une crise de confiance des propriétaires bailleurs, craignant une menace sur la rentabilité de leurs investissements et les âpres débats sur le prolongement de l'encadrement des loyers, on se demande quelle est la place du logement spécialisé dans ces débats. Alors, lorsqu'ils ne sont pas sociaux, ils sont fondés la plupart du temps sur des loyers élevés, bien souvent pas concernés par l'encadrement et ne font pas systématiquement l'objet de baux d'habitation, ce qui ne manque pas de soulever un certain nombre de questions. Je présenterai nos trois invités quand ils monteront sur scène. Je laisse un petit mot à Céline si elle le souhaite, ou on passe directement là. Je pense qu'on passe directement. Alors, on y reviendra plus tard. Donc, je passe la parole à Xavier Desjardins et Clémentine Genet d'Acadie. Le micro est voilà. Merci. Alors, c'est nous qui. Ah oui, d'accord. Hop. Est-ce qu'on peut mettre la présentation? Elle est. Peut-être c'est. Ah, oui, c'est possible que je sois pas très doué. Ça. Ok, alors je vous laisse commencer sans la présentation et elle arrive. D'accord. Oui. Alors voilà, donc l'étude qui a été bien introduite là par Antoine est une recherche exploratoire en fait qui vise à comprendre moins la production de logements spécialisés que la dynamique de spécialisation. Enfin, pourquoi le logement est-il de plus en plus spécialisé? Et la présentation qu'on va vous faire, en fait, on va vous faire en 3 temps. Alors le premier, j'espère qu'il y aura des images parce que un atlas sans images, le public souvent aime moins. Donc ce sera une présentation de un petit peu de l'état des lieux en Île-de-France, de la dynamique de production des logements spécialisés. Dans un deuxième temps, on reviendra en fait sur les logiques, c'est-à-dire quelles sont les logiques qui expliquent ces productions de logements spécialisés. Et dans un troisième temps, on présentera la ville que ça produit et le tout en un quart d'heure. Donc, je vais être très rapide. Et de toute façon, dans le débat, on y reviendra. Alors, voilà, le sujet, c'est la définition finalement, c'est la spécialisation du logement. Qu'est-ce qui pousse à cette dynamique-là? Voilà. Alors, le logement spécialisé, il n'y a pas je dirais pour les définitions, déjà, c'est pas évident. Vous en avez dit plusieurs mots. Effectivement, on dirait on a travaillé, en fait, on a fait une définition ad hoc, en fait, de la spécialisation du logement, puisque on a considéré, en gros, tout ce qui était les logements non ordinaires. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait que de l'hébergement. Donc voilà, c'est plus large que ça. C'est tout des manières de résider qui sont pas les logements qu'on appelait il y a longtemps les logements familiaux, par exemple, ou les logements ordinaires. Alors, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Ça, c'est intéressant de voir là sur la gauche, vous voyez les logements non ordinaires. Donc ça, c'est des chiffres de l'INSEE. Quand même, on a des évolutions, c'est-à-dire que c'est pas une augmentation généralisée. Il y a des types d'hébergements non ordinaires dont le nombre de personnes hébergées diminue. C'est par exemple le cas des foyers travailleurs. C'est évidemment l'armée qui a moins de personnel logé parce qu'il n'y a plus le service militaire, etc. Donc il y a quand même certains établissements, les communautés religieuses aussi qui ont beaucoup moins de public qu'avant. Donc effectivement, c'est pas généralisé, mais quand même globalement, c'est à la hausse sur
pour tout un certain nombre d'hébergements spécifiques, notamment les étudiants, les résidences sociales, etc. Et on voit ici en Île-de-France que vous avez à la fois le pourcentage, vous voyez, c'est 10% de la production jusqu'à un peu plus de 20% en 2024. Et puis, vous voyez que ça augmente assez fortement dans notre région. Alors, la géographie de la production, donc, en fait, c'est assez intuitif. On va voir des choses qui sont assez, oui, assez intuitives. Donc là, c'est la part de logements spécialisés. Donc, elle est extrêmement forte dans Paris. Paris, c'est vraiment une ville. Voilà, il y en a vraiment beaucoup dans Paris. Et par type de logement, on a des géographies qui sont assez différentes. La géographie des étudiants, bon, donc là on voit bien par exemple le RERB, etc. Donc on a vraiment la géographie des établissements universitaires. Donc ça, on retrouve bien, je dirais, les grands pôles universitaires franciliens qui se lisent, même s'ils se lisent un petit peu plus difficilement qu'autrefois, parce que ce qui s'est passé aussi dans la dernière décennie, c'est l'augmentation considérable de l'enseignement supérieur privé, qui a d'autres logiques d'implantation un peu tous azimuts en première couronne. Pour les logements personnes âgées handicapées, donc là on voit qu'on a une géographie qui est différente et souvent en fait c'est des fonciers un peu moins chers. Donc là on a plutôt, je dirais, une prime à la moyenne ou à la grande couronne pour cette production. Donc on a une production qui est en hausse, qui obéit à des géographies différenciées. Je passe, voilà. Nous, ce qu'on a fait dans notre étude, c'est qu'en fait, on a été voir assez précisément comment ça se produisait, cette dynamique de spécialisation du logement, dans 3 communes, donc Bobigny, Choisy-le-Roi, Palaiseau. On a fait des entretiens pour le comprendre. Il n'y a pas de chiffre avec la production. Alors, il manque et ce que je voulais aussi montrer comme tableau, et on en reparlera, qui est dans l'étude, malheureusement il n'est pas là, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est une hypothèse, c'est que il y a un effet contracyclique, et c'est dans les logiques, voilà, qu'il y a un effet contracyclique de production. Les logiques de spécialisation, pourquoi il y a de plus en plus de logements spécialisés? Il nous semble qu'en fait, que c'est la convergence, et on en débattra tout à l'heure, hein, mais c'est l'interprétation que l'on donne, et je sais que voilà, vous avez peut-être des points de vue différents, et c'est intéressant d'en discuter ensemble. C'est que finalement, cette production, c'est la convergence de 4 logiques, les logiques des aménageurs, des logiques politiques et des logiques de marché qui se combinent pour expliquer cette augmentation de la production de logements spécialisés. Le premier élément, c'est que c'est évidemment une logique de marché. Tu en as dit quelques éléments tout à l'heure, Antoine. C'est que ça permet finalement de contourner tout un tas de législations, notamment sur l'encadrement des loyers, etc. Donc c'est, je dirais, une logique finalement tout simplement de captation de la rente foncière, quoi. Ça permet de valoriser plus les fonciers, et donc il y a une logique de captation de la rente foncière qui est facilitée par ces mécanismes. Alors évidemment pas par tous les types de logements spécialisés, bien évidemment, puisqu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui obéissent à des logiques sociales, mais à une grande partie d'entre eux. Et si on passe la diapositive suivante, si c'est possible. Voilà, ce que l'on voit ici, c'est que voilà, ça a aussi un effet contracyclique, et c'est-à-dire que on voit une augmentation que la production de logements spécialisés a peut-être tendance à s'accroître ou à venir compenser les baisses de production de logements dits ordinaires, notamment dans la période récente. Donc ça, j'imagine qu'on en discutera, voir si vous partagez ce point de vue. Donc il y a une logique de marché, mais il y a aussi très certainement une logique d'opération d'aménagement. Alors là, on pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller évidemment beaucoup plus loin, mais si la production de logements spécialisés, c'est en 2024, c'est à peu près 20% de la production de logements, dans certaines zones d'aménagement concerté, on peut avoir jusqu'à 30, 40, 50% des logements produits qui sont des logements spécialisés. Et ça peut s'expliquer à la fois, je dirais, par une logique de marché, je dirais, de captation de la rente foncière, mais aussi de marché de l'aménagement, parce qu'il faut céder les terrains. Et
ce qu'on a pu voir, par exemple, à Choisy, tu en reparleras, je pense, Clémentine, c'est que le logement spécialisé permet de vendre des fonciers un peu plus difficiles, par exemple à proximité des voies ferrées, à proximité je dirais, à la fois ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire du recyclage de bureaux, mais aussi, autre cas, de valoriser des fonciers pour lesquels, en fait, les autres types d'opérateurs, en fait, ne viendraient pas. Et donc, ça vient répondre à cette logique. Enfin, c'est aussi une logique de construction des politiques locales de l'habitat. Parce qu'en fait, là aussi, c'est une hypothèse qu'on aimerait discuter, c'est qu'il y a une forte parfois contestation, on va dire, des politiques sociales du logement, et que plus on énonce précisément le destinataire de la politique sociale du logement, plus peut-être on pense que cette politique peut être socialement acceptée. Et donc que l'on dit, je passe d'une logique de logement social généraliste, voilà, à dire je loge les personnes âgées, les étudiants. Et quand on nomme le bénéficiaire, on a peut-être finalement l'idée que l'acceptation sociale de cette politique sera plus forte. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'à mon avis, ça renvoie à une évolution plus générale des politiques sociales, d'une certaine manière, où on passe d'une politique, c'est un vieux débat des politiques sociales, d'une certaine manière, à dire la redistribution sans condition, finalement, à une forme de conditionnalité de l'aide, où on demande à celui qui est en difficulté de prouver la nature de sa difficulté. Et donc ça, c'est peut-être aussi révélateur d'une fragilisation du consensus social sur un certain nombre de politiques sociales. Et donc, ça c'est intéressant comme citation dans un entretien qu'on avait eu. Si 100% de la planète était couverte de logements sociaux avec un bon gardien et de bons travailleurs sociaux, finalement, puisque peut-être nous n'aurons pas besoin de ça, parce que d'une certaine manière, voilà, on a parce qu'à la fois parce qu'il y a un manque de logement social et aussi parce qu'il y a une pénurie aussi de travailleurs sociaux, et donc de temps en temps, il faut, je dirais, offrir des services dans les logements, puisque d'une certaine manière, ils sont pas offerts par les mécanismes du travail social général. Donc ça, c'est une discussion qui peut être intéressante à avoir. Et donc finalement, voilà, convergence de logique d'aménageurs, de logique d'investisseurs, de logique politique, nous semble expliquer finalement ce développement important. Et je passe la parole à Clémentine. En 3-4 minutes. S'il te plaît, merci. Ok. Alors parce que je voulais juste rajouter une toute petite chose sur les politiques aussi de l'habitat, parce qu'on est passé très rapidement, mais c'est aussi se rappeler que la politique le logement social, le logement spécialisé, il arrive dans une sorte d'enchâssement de cadres stratégiques nationaux, régionaux, locaux, qui font que nous, dans les entretiens qu'on a eus, on s'est rendu compte que les élus pouvaient avoir du mal à s'en saisir. Donc parfois il y a un vrai laisser-faire, parfois il y a une tentative de rattraper un peu courir après le marché pour réguler, réglementer, mais parfois aussi être un peu stratège là-dedans, en se disant le foyer de travailleurs, c'est que du T1, et en fait, j'augmente ma SRU en faisant du T1, donc c'est pas mal. Donc ça, ce travail, c'est très exploratoire. C'est 3 terrains qu'on a fait pour essayer de se poser la question de la spatialisation de ces logiques-là. Donc, est-ce qu'on arrive à comprendre ce que ça produit comme ville, quoi, un peu très globalement. Les 3 terrains, on les a choisis pour une dynamique de production de logements spécialisés assez forte. Donc, j'ai été vous récupérer les chiffres. À Bobigny, on est sur 24% de la production de logements des 10 dernières années en spécialisé. Choisy-le-Roi, 52%. Et Palaiseau, bon, sans étonnement, 53% de logements spécialisés, monothématiques, évidemment. Peut-être pour être rapide, là on a 3 types d'opérations un peu différentes qui déjà nous permettent de comprendre comment ces 4 logiques, elles s'assemblent évidemment de manière différente dans des situations. Premier cas, c'est une résidence pour femmes victimes de violences, où là c'est une vraie volonté politique de la part de Choisy-le-Roi. On est dans de la réhabilitation, on est dans un travail un peu fin de remobilisation de tissus existants pour porter une politique locale. Autre opération à Choisy-le-Roi, là on est sur la ZAC du port. Donc on est un peu plutôt assez classiquement dans ces logiques dont a parlé Xavier, de mobilisation de foncier à proximité d'infrastructures. On est aussi sur une ZAC qui a eu du mal à sortir sa programmation et qui vient mobiliser un certain nombre de résidences spécialisées pour permettre de terminer le bilan et puis de sortir ses fonciers. Et puis Palaiseau, là on est sur le cas d'une résidence privée, donc vraiment ce grand cadre stratégique de l'OIN où que ce soit à travers le Crous ou des opérateurs privés, on voit fleurir un certain nombre de résidences spécialisées.
on s'est posé la question de, alors en n'étant pas un bureau d'études d'architecture, donc je pense que c'est intéressant d'en débattre justement aujourd'hui, de l'écriture architecturale et l'inscription urbaine de ces produits-là. Donc ce qu'on voit à gauche, là on est plutôt à Bobigny sur une résidence étudiante. On se rend compte que notamment dans le cas de la résidence étudiante, on est sur des produits assez standardisés, qu'on a trouvé en général assez peu contextualisés. C'est-à-dire qu'il y a une peur de production un peu standard et réplicable. Ce qui est un peu moins le cas de certaines résidences sociales aussi, parce qu'on est beaucoup plus dans de la réhabilitation et parce qu'on a pressenti, encore une fois, précaution de 3 terrains, mais une tentative de rendre un bâtiment un peu plus discret, une écriture qui s'insère dans le contexte, moins déclaratif de son programme. Là où à l'inverse, les résidences étudiantes vont déployer des espaces communs, des espaces partagés en façade qui vont rendre ces bâtiments assez reconnaissables. Ce qui est intéressant aussi dans ces dispositifs, c'est la gradation du public-privé qui est assez singulière, avec des dispositifs de sécurisation qui sont assez avancés et qui peut-être nous posent la question de la préfiguration de ces dispositifs-là dans le logement privé classique, avec des systèmes de digicode, de sas d'entrée, etc., qui sont assez poussés. Une deuxième question qui semble assez importante, c'est la question de la mixité. Quelle ville ça fabrique en termes de mixité? Parce que c'est vrai qu'on le voit, le logement spécialisé, parce que bon là on émet beaucoup de critiques, mais c'est aussi un outil qui permet de diversifier. Donc par exemple, on est dans le cas du programme de l'Étoile à Bobigny, où le logement spécialisé sert dans le cas de la rénovation urbaine à proposer une diversification au logement social. Bon, évidemment, cas inverse, sur le plateau de Palaiseau, on est sur le principe de la ville campus, où là on choisit plutôt la concentration de population pour avoir un effet vertueux comme ça de concentration et de partage des services. Une question qui se pose, alors ça, je pense que c'est intéressant dans le débat, c'est si chaque bâtiment a ses services et que chaque habitant du bâtiment utilise ses propres services, comment on fait ville, quoi? Donc, comment est-ce qu'on partage quand même des services partagés? À quel moment ces services profitent à d'autres personnes que les habitants même du bâtiment? Est-ce que ça, c'est pas une piste aussi dans l'évolution des modèles économiques de ces résidences? Voilà. Quelle ville on produit si chaque bâtiment propose ses propres services? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, et que dans la spécialisation, c'est vrai qu'on parle beaucoup de logement thématique, c'est-à-dire qu'on pense public jeune, personnes âgées, gestion du handicap. Mais en fait, il y a aussi une spécialisation qui se fait de fait par les niveaux de prix. C'est-à-dire que on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des résidences étudiantes qui vont jusqu'à, même peut-être plus, mais 1 000 € la chambre étudiante, typiquement à Choisy-le-Roi. C'est très bien Choisy-le-Roi, mais 1 000 € une chambre étudiante, c'est quand même très importante. Et en fait, se crée une ségrégation aussi par capacité financière, qui peut-être est un peu masquée par l'approche toujours thématique du logement spécialisé. Et puis une quatrième question, une quatrième question et la dernière, qui est celle de la pérennité de ces produits-là, parce qu'évidemment il y a la question de la pérennité des services, donc de ce modèle économique-là. On le voit, on l'a beaucoup entendu dans des entretiens qu'on a menés, notamment avec Pleine Commune, sur une pérennité de résidences étudiantes portées par des particuliers qui sont finalement reconvertis dans de l'hébergement, parce qu'en fait on n'a pas de pérennité de ce service-là. Et puis la question de la possibilité de reconversion de ces bâtiments-là. Comme on le disait au début, ce qui nous a intéressé aussi dans le logement spécialisé, c'était les typologies singulières qui étaient proposées par ce logement-là, avec des petites cellules qui maximalisent la rentabilité financière. Mais en fait, quel devenir, quelle possibilité de reconversion de ces actifs-là, qui sont aussi peut-être une réponse un peu court terme à des dynamiques démographiques d'un peu plus long terme. Merci beaucoup. Je vais demander à nos invités de monter sur scène. La première, c'est Marianne Offray, qui est directrice générale de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, ancienne élue notamment chargée des EHPAD, ça peut avoir son importance. Laurent Girometti, directeur général d'EPAMarne, l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, et Patrice Roch, récent fondateur de Viscutera, dont le parcours l'a aussi mené précédemment à la direction générale de Seine-Saint-Denis Habitat et chez Next City, où il s'était occupé des résidences gérées et de l'habitat social. Le premier temps durant lequel on va discuter ensemble va être consacré au logement, à la cellule logement entre guillemets, mais donc à cette petite échelle. Et pour commencer, je passe la parole à Céline Bouvier sur les enjeux architecturaux. Alors, merci à Patrice aussi d'avoir remplacé au pied levé Nicolas Dimet, qui devait intervenir, mais qui a été accidenté. Alors, le logement spécialisé, on l'a entendu, c'est 2 caractéristiques. C'est qu'il est spécialisé, donc il répond à des demandes extrêmement spécifiques et qu'il contient aussi des services. Alors, du point de vue de l'architecte, est-ce que le logement
produit, le logement spécialisé nous conduit à faire du logement de qualité. Il faut comprendre, on a quand même deux grandes familles de logements spécialisés, c'est le logement étudiant et le logement pour les seniors. Et en fait, on comprend que les programmes nous demandent de répondre à des fonctions qui sont totalement primaires, qui sont pour le logement étudiant travailler, manger, se laver, dormir, et pour le logement senior à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de travailler, c'est se récréer, si on peut dire. Et donc, lorsque l'on conçoit du logement, ce logement, il va participer à la fois à la qualité d'habiter, mais aussi à la qualité de notre environnement urbain. Comment est-ce que ce logement, il peut répondre positivement, sachant que ce sont en fait deux atouts, le fait de répondre à une demande spécifique et d'apporter des services peut participer à la qualité de la ville. Et donc, vous allez nous éclairer sur ces questions. Comment est-ce que ce logement, il apporte bien cette qualité. Alors, les fonctions élémentaires, on voit que finalement, ça va produire, vous avez parlé de cellules, et c'est bien le sujet, c'est-à-dire que les exploitants de ces logements, ils vont raisonner non pas en surface, mais en unités et en surface optimisée pour ces unités. Et finalement, la performance d'un bâtiment, elle va être sur le nombre d'unités et non pas sur la CHAB, la surface habitable, comme le logement familial. Et ces unités, elles vont être au plus juste pour répondre à ces fonctions élémentaires. Et souvent, nous architectes, on a ce sujet. Par exemple, c'est une anecdote, mais c'en est pas une. La fenêtre a une allège. Pourquoi est-ce qu'elle a une allège? Parce qu'on peut mettre un bureau devant la fenêtre. Or, lorsqu'on est étudiant et qu'on travaille, on a envie de voir l'activité de la ville. Et lorsqu'on est assis et qu'on a une allège, on voit pas forcément l'activité de la ville. Par ailleurs, on a parlé d'accessibilité. Le logement aujourd'hui n'a plus l'obligation que toutes les cellules soient accessibles. Alors c'est vrai que cette accessibilité, elle produisait aussi des cellules qui étaient un peu plus importantes. Il faut savoir qu'une cellule de logement étudiant, ça fait à peu près 19 mètres carrés sur une largeur minimale entre murs de 2,80 mètres. Alors cette largeur est minimale, pourquoi j'en parle? Parce que quand je dis que le logement participe à la qualité de la ville, c'est le logement que l'on construit, mais aussi c'est le logement que l'on transforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va construire moins et on va transformer plus. Et cette question de transformation, elle conduit très souvent à produire du logement spécialisé. Pourquoi? Parce que quand on transforme du bureau, ce sont des bâtiments qui sont épais. Et cette épaisseur de bâtiment, elle rend souvent difficile la transformation en logement familial et plus facile la transformation en logement spécialisé. Alors, le logement, il est tellement spécialisé que lorsque vous faites du logement senior, par exemple, vous avez forcément des surfaces extérieures. Dans l'image que vous avez montrée tout à l'heure, il y avait du logement étudiant avec des surfaces extérieures, c'est bien. Mais très souvent, le logement étudiant n'a pas de surface extérieure. Donc, se pose cette question. Une fois qu'on aura produit tous ces logements, est-ce qu'il sera transformable? Puisqu'avec l'évolution de la démographie, évidemment, on aura peut-être besoin de faire plus de logements seniors et moins de logements étudiants. Et comment ce sera transformable? Il faut savoir que ces logements répondent à la fois en termes de sécurité incendie, en termes de règlement d'urbanisme à des contraintes très particulières. Souvent, les règlements d'urbanisme, peut-être vous allez nous en parler, Laurent, ont des prescriptions, les fameux CPA-UPE qui viennent en appui des PLU, qui adressent le logement familial, mais pas tellement le logement spécialisé. Donc voilà, ce qui va nous intéresser, c'est que vous répondiez à toutes ces questions. En termes d'architecture, juste, je conclus, vous avez un petit peu parlé dans votre étude. C'est vrai que le logement spécialisé est très répétitif. Donc, comment est-ce qu'on produit une architecture intéressante avec du logement très répétitif et pas de surface extérieure? Et puis, la question des services, la rue, la ville, elle vit avec les services. Est-ce que ces services aujourd'hui participent à l'animation de la ville? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont complètement dédiés à ses habitants et même avec une espèce de frénésie de contrôle d'accès pour sécuriser ces logements? Voilà, toutes ces questions vont nous intéresser et merci d'être là pour échanger sur ce thème aujourd'hui. Merci Céline. Je me tourne vers vous directement, Patrice Roch. Votre parcours vous a conduit donc à assister à la conception de nombreuses opérations de plusieurs types et jusqu'à la promotion immobilière. En fait, ma première question, c'est finalement qu'est-ce que ça change pour un promoteur de concevoir ce type d'opération de logement spécialisé pour des publics particuliers avec des services vis-à-vis du logement classique ou familial? Bon, merci de l'invitation, merci de la question et de la présentation de l'étude remarquable. Pas grand-chose en fait. Les promoteurs répondent à un besoin et une demande qui est réelle. D'abord,
Cette demande, elle est souvent exprimée par des élus qui disent vouloir varier, apporter de la mixité dans leur ville. Certains élus, ça a d'ailleurs été évoqué tout à l'heure, disent bah, le logement social, moi non, mais par contre loger les personnes âgées, je veux bien. Donc là, on nomme les publics. Mais la logique est la même. On a un enjeu de foncier, on a un prix de sortie, et tout ça est régulé en fait par quelque chose qui est assez sain, c'est-à-dire les loyers dans la ville. Et donc on a un exploitant, on s'adresse à un exploitant, on va vendre à un investisseur, que ce soit un investisseur bloc type bailleur social ou un investisseur privé à un investisseur, et on a un exploitant qui lui a un intérêt à louer. Et donc, au-delà de toutes les craintes que vous pouvez, qui ont été très bien pointées dans l'étude, on a un exploitant qui a besoin de que son loyer de sortie, il s'insère bien dans le marché et que ce loyer ne soit pas trop cher et que s'il est un peu plus cher, c'est parce qu'il apporte des services et que les candidats à cette location trouvent ces services adéquats. Donc, pour un promoteur, on a un investisseur à trouver, un exploitant à trouver, on veut un exploitant crédible, mais en réalité, la logique est la même. Et quelle est la logique d'identification du besoin, justement, par le promoteur, qui est celui qui achète le foncier? Alors, ça devrait pas être à la main du promoteur, en quelque sorte. Ce qui manque, mais je pense qu'on en parlera tout au long de la table ronde, c'est une vraie stratégie nationale et locale d'implantation en disant, bah, finalement, combien j'ai besoin de logements pour les seniors, de quel type, combien j'ai besoin de logements pour étudiants et où est-ce que j'en ai besoin, où est-ce que j'en ai déjà. Cette stratégie, elle n'existe pas et c'est vrai que beaucoup d'élus sont un petit peu désemparés vis-à-vis de cette logique. Par contre, quand on a dit aujourd'hui, tout à l'heure, c'est pour aller sur des terrains délaissés, ça franchement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que ça n'est pas du tout mon expérience en 5 ans. Quand vous allez voir un exploitant et que vous lui dites que le terrain, il est en pente et qu'il faut loger des seniors, il vous dit non, parce que les seniors, ils ne pourront pas. Mais des jeunes, oui. Pente. Si vous proposez du logement étudiant dans un terrain délaissé, loin des transports, loin des campus et loin des petits restaurants qui vont faire que l'étudiant, il va trouver sa vie, eh bien, tout simplement, l'étudiant, il ne viendra pas dans ces logements et l'exploitant ne prendra pas en gestion, et donc vous ne ferez pas l'opération. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des erreurs ici ou là, hein, et comme dans tout marché immobilier, il y a des mauvais projets, bien évidemment. Mais ce triptyque gestionnaire qui est un sachant et qui a l'obligation de remplir, parce qu'en fait c'est ça qui fait que son exploitation elle est équilibrée, voire bénéficiaire, et éloigne nombre de projets qui sont farfelus. Directement, je passe la parole à Marianne Offray parce que vous êtes à la tête de l'UNAGE, tête de réseau d'associations qui sont, on dit pas exploitants, gestionnaires, enfin je sais pas quel est le terme précis que vous employez dans votre réseau, mais donc qui sont un réseau d'associations de logement destiné aux jeunes et ce qu'on appelle les FJT, les foyers jeunes travailleurs ou les résidences sociales jeunes actifs. Alors avant peut-être de rentrer un peu dans cette cuisine un peu spécifique, là aussi, est-ce que vous pouvez nous décrire quels sont ces logements et quelles sont les dynamiques qu'ils ont connues récemment entre les espaces communs et les espaces intimes, comment ça se passe? Le réseau en question, c'est 287 associations qui effectivement déploient de l'habitat pour les jeunes. Tu l'as présenté de la manière la plus polémique qui soit, Antoine, puisque de fait, nous déployons des foyers jeunes travailleurs, aussi appelés résidences habitat jeunes. Mais justement, la question de la résidence sociale jeunes actifs, elle est hyper polémique dans le réseau. Et pourquoi? Parce que une résidence sociale jeunes actifs, eh ben, c'est une sorte de foyer jeune travailleur, mais qui n'a pas de ressources humaines. Donc, effectivement, ce qui vient caractériser ce logement spécialisé qui est l'habitat jeune, c'est qu'il a à la fois des caractéristiques bâties, des caractéristiques en termes de services et des caractéristiques en termes de ressources humaines qui y sont associées. Donc, cet ensemble de presque 300 associations loge environ 80 000 jeunes dans 45 000 logements. Pourquoi cette différence? Parce qu'en fait, c'est du logement temporaire, donc les séjours sont en moyenne de 9 mois par an, enfin de 9 mois. Et donc, ça veut dire que 9 mois avec une dispersion très grande, on loge parfois des stagiaires pour 1 mois,
parfois des jeunes actifs jusqu'à 3 ans, voire plus. Alors on utilise le 2-3 ans pour dire effectivement que c'est à peu près la norme, mais vous allez avoir des séjours très différents. Et ça veut dire que ce séjour court sur des jeunes de 16 à 30 ans, de toute catégorie, on va dire administrative, hein, puisqu'il y a à la fois des jeunes actifs, des jeunes en insertion, des apprentis, des étudiants, bah, va déterminer peut-être un segment qui est à la fois un logement spécialisé, mais quand même sans doute parmi les plus généralistes du logement spécialisé. Ou en tout cas, c'est notre revendication de dire que, contrairement au segment typiquement étudiant, bah, on va avoir une vocation d'accueil d'une jeunesse un peu mélangée. Et c'est même d'ailleurs, en ce sens, ce qui nous distingue d'un réseau de logements. C'est qu'en fait, on est d'abord un mouvement associatif qui promeut la socialisation par l'habitat et qui croit, quelque part, en la valeur et l'importance du fait que les gens se mélangent. Alors après, ça reste un... On a l'image que pour se mélanger, par exemple, il y a des grandes cantines, des grands locaux Ah ouais. communs. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Ah bah, Est-ce que c'est des chambres vraiment individuelles? Ça bouge. La cuisine, elle est où? Ça bouge, ça bouge de la même manière que les besoins des jeunes bougent, ou en tout cas ce que la société s'imagine des besoins des jeunes. Parce qu'évidemment, hein, il y a toujours un écart entre le besoin, la demande, voire même le désir, hein, parce que c'est encore 3 champs un peu différents. Et donc, il fut un temps où on logeait les jeunes travailleurs à proximité des villes et on avait bah, les normes de l'époque, c'est-à-dire c'était des chambres. Alors, il y a des films en ligne incroyables où vous voyez des jeunes des petits films publicitaires des années 60 où on dit et regardez par ici, les jeunes sont incroyablement bien logés, ils ne sont que 4 par chambre, et donc le jeune est waouh, c'est incroyable. Et donc évidemment le logement évolue au fur et à mesure des normes. Globalement, on a réinternalisé les pièces d'eau, qui sont les pièces de l'intime, les pièces liées à la cuisine, à la bouche, à la toilette. Donc, petit à petit, les chambres sont devenues des studios. Et puis, la partie justement de la nourriture s'est déplacée. C'est-à-dire avant, il fallait, les jeunes travailleurs, ils avaient besoin de dormir, ils avaient besoin de manger. Alors, c'était pour des fins plus ou moins nobles, c'est-à-dire le patronat, effectivement, logeant sa main-d'œuvre d'une partie, mais de l'autre, avec des associations qui essayait d'émanciper cette jeunesse, donc un peu de fer au feu hein, sur pourquoi est-ce qu'on loge la jeunesse, à la fois dans sa dimension utilitariste et de l'autre dans sa dimension plutôt émancipatrice. Enfin. Et puis du coup, les pièces se sont modifiées. Les grandes cantines qu'on a, vous imaginez un foyer jeune travailleur, hein, vous l'imaginez, c'est une grande barre en béton, un peu dégradée, dans une zone en QPV. C'est pas tout à fait vrai, mais pas tout à fait faux. Il nous en reste 25% quand même du parc bâti qui est dans ce genre de produits. Et puis au rez-de-chaussée, des cantines. Et puis voilà. Et les cantines, en fait, elles ont peu à peu disparu parce que les jeunes mangent différemment, pas à heure fixe, pas de la nourriture de cantine. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec des espaces communs qui sont en partie délaissés, et une partie de la gestion, qui était la gestion des cantines, a disparu. Donc, on s'est retrouvé, par exemple, à devoir transformer ces grandes cantines en partie en des tiers-lieux ou en accueillant d'autres associations, d'autres activités en bas. Donc, ça s'est modifié au fur et à mesure que l'ensemble du logement spécialisé s'est modifié. Oui, donc on se rapproche du studio, quoi. En fait, on va des dortoirs au studio dans l'ensemble des populations spécifiques qu'on accueille, que ce soit les personnes psychiatrisées, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les jeunes. En fait, on allait des grands... L'imaginaire est le même, hein, des dortoirs à l'infini et avec des réfectoires. Et petit à petit, on est allé vers, y compris en EHPAD, de plus en plus une internalisation des pièces d'eau. Suivez partie de la production urbaine du territoire de Marne-la-Vallée, qui est assez divers, avec une grande université, avec un grand acteur économique qui est Disneyland. En tant qu'aménageur, vous vous situez de la programmation jusqu'aux prescriptions architecturales et urbaines. Alors, quelle diversité de logements spécialisés vous rencontrez aujourd'hui et comment vous, en tant qu'aménageur, vous agissez en tant que prescripteur? Faites-vous. Eh ben, Sûr, je vais détailler. Il faut, je pense, dans notre activité, distinguer des échelles de temps, en fait, hein. C'est-à-dire que les opérations d'aménagement sur lesquelles on intervient, elles durent quand même assez longtemps. Puis quand on programme une opération d'aménagement,
on est souvent encore assez flou finalement sur ce qui va être du logement spécifique ou du logement ordinaire, surtout si l'opération va durer longtemps et qu'elle est grande. Donc ça, c'est un point quand même qu'il faut avoir en tête, hein. Donc, quand vous faites le programme d'une zone d'aménagement, vous avez un volume de mètres carrés de logement, vous allez avoir donc, du coup une estimation de nombre de logements, vous allez programmer comme un logement social en général, ça, grâce à SRU. En effet, prendre des hypothèses sur une part de logement ordinaire et une part de logement spécifique, généralement précisées d'ailleurs. Et c'est normal quand vous êtes sur une opération qui va durer 20 ans, ou le secteur qui va se transformer sur 20 ans, en fait, programmation du besoin, vous savez que le point fluctue. Donc vous partez avec quelque chose comme qui est assez flou et qui après se précise, par contre, à une échelle plus territoriale et celle-ci plus annuelle, pluriannuelle, on va dire, sur du moyen terme. Et donc toute la question qui va se poser à ces échelles-là, c'est en fait, qu'est-ce qui manque? Soit on va raisonner comme ça dans la programmation. Qu'est-ce qui manque? Et c'est bon, je trouve. Non, enfin, il faut pas le formuler comme ça. C'est simplement. Alors, vous avez des objets très bien. J'entendais un monsieur qui disait, mon voisin qui disait, bon, les élus sont un peu perdus. Alors, il y a des outils qui s'appellent les PLH. Voilà, et on peut regretter que l'appropriation du PLH dépasse pas le service habitat de l'agglo, des fois. Mais pour autant, le PLH, ça sert à ça, justement. Ça sert à vous allez identifier les dynamiques socio-démographiques, on va dire, d'un territoire, ses caractéristiques, et voir comment tout ça s'insère. Et du coup, quel type de produit, finalement, enfin, j'emploie le terme produit à dessein, est susceptible, en fait, de répondre à des besoins. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a jamais une volonté de faire des besoins qui sortent du chapeau. Ce qui était bien mis en évidence dans la présentation qu'on avait tout à l'heure, c'est l'extrême diversité, en fait, de ce qu'on peut appeler du logement spécialisé au non ordinaire. Alors, et j'ai tendance à distinguer des choses qui sont programmables. Alors, par exemple, effectivement, le logement étudiant, c'est quand même, alors, on peut se dire, on est un peu universitaire, savez quelle quantité d'étudiants il y a. On peut voir des données qu'on retrouve du coup dans les pays lâches, et puis que nous, on essaie de regarder aussi, bien évidemment, qui sont mis à jour pour. C'est vraiment une programmation en la matière. On est sur des volumes assez importants. Certains types d'habitat, vous citiez par exemple le fait qu'on a un pôle touristique qui est majeur, on a un pôle touristique majeur, ça appelle certains types de travailleurs, des saisonniers par exemple, des choses comme ça. Donc c'est vrai que dans la programmation, vous êtes susceptible, là aussi en lien avec les employeurs du territoire, en lien avec le très gros qui peut être présent, mais aussi la myriade des petits et des instances qui le représentent, arriver à identifier que oui, il y aurait des besoins de tel ou tel type d'offre parce que des difficultés sont identifiées. Donc, les seniors, c'est déjà un petit peu plus compliqué, ça nous vient sur une autre problématique qui est pourtant des indices démographiques qui sont très forts. Ça vous renvoie à des questions de mobilité aussi beaucoup. Le senior va-t-il vieillir, enfin, surtout sur un territoire comme le nôtre, hein, le senior va-t-il rester sur place ou pas? Ça, c'est une question. Et puis, ça nous renvoie à des logiques qui ont déjà aussi été évoquées tout à l'heure, hein, qui est la rencontre entre l'offre immobilière possible et le désir, le souhait des ménages. Vous avez un critère qui est très important dans le montage d'une résidence spécifique, pour l'investisseur en tout cas, qui me semble être la vitesse de remplissage, par exemple. Un logement étudiant, vous savez que c'est très calé sur le rythme de rentrée scolaire. Le logement senior, c'est calé sur le rythme de vie des gens qui peuvent y rentrer dedans et sur ce qu'ils recherchent et sur la combinaison avec le potentiel payer les services associés. Donc, c'est en fait plus compliqué. Puis là, vous avez tout un tas de choses qui ne sont pas dans les radars et qui ne passent pas dans les radars statistiques facilement, qui sont les besoins remontants et qui là peuvent répondre à des logiques très locales. Vous voyez, un projet d'habitat inclusif dédié à tel type de handicap à tel ou tel endroit. Ça va beaucoup dépendre du gestionnaire, de la recherche que peut avoir un gestionnaire ou une entité spécialisée, très spécialisée sur un produit qui est vraiment très pointu. Jamais un aménageur lancera un appel à manifestation d'intérêt pour dire je cherche à faire une résidence pour des personnes frappées de tel ou tel type de trouble. Ça, c'est un besoin qui va vous remonter. C'est quelqu'un qui va chercher une opportunité. Et souvent, ça va se baser sur de l'ancrage local, quoi. Ce moyen d'action est-il présent sur le territoire? Y a-t-il telle connexion avec un élu qui se trouve personnellement sensibilisé au sujet? Vous vous retrouvez à monter des projets de logement spécifiques par des histoires de ce type-là.
Enfin, dernière catégorie, vous avez aussi ce que j'appellerais l'offre spontanée, qui renvoie à des gestionnaires, ils développent un concept, ils essayent d'étayer leurs propos par des analyses de marché, l'identification d'un besoin, et essayent de le confronter à est-ce que ça pourrait correspondre finalement, est-ce que ce besoin qui a pu être analysé à un moment donné trouve un écho sur le territoire, auprès des élus, auprès de l'aménageur, et ça peut aussi se faire comme ça. Vous avez beaucoup de canaux différents. En tant qu'aménageur, quand vous êtes à des stades de programmation, donc quand vous êtes dans la programmation fine, vous allez surtout vous poser la question, qu'est-ce qui a une incidence sur les grands équilibres de l'ESAC et et qu'est-ce qui a des incidences physiques? Une des grandes questions de la programmation d'une zone d'aménagement, par exemple, c'est le besoin d'équipement. Le besoin d'équipement va pas être le même suivant les types de logements que vous allez prendre. Vous avez des hypothèses sur ce sujet qui vont faire évoluer votre besoin d'équipement. Ça, c'est des points importants. Même chose sur le besoin en parking, par exemple. Vous n'allez pas avoir les mêmes publics, donc pas les mêmes besoins de stationnement. C'est aussi des choses qui sont prises en considération. J'essaie de vous dire qu'il y a comme ça énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, vous voyez, entre des besoins macro, des remontées micro, des interactions avec la programmation spatiale également. Alors, vous avez parlé du temps long de l'aménagement et donc ça pose forcément la question de l'évolution de la ville et comment l'aménageur ou la collectivité, elle peut influer sur ces questions de services partagés pour la ville, sur la question de l'évolution du besoin du logement. Voilà, le logement étudiant, on voit bien que ça ne devient pas du logement senior de manière simple, ça devient encore moins du logement familial de manière simple. Donc, quel poids vous avez sur ces questions-là vis-à-vis des projets? Et puis, on n'a même pas parlé des questions environnementales, mais évidemment, le logement spécialisé, il doit aussi répondre à la qualité environnementale. Et on sait bien que du logement mono-orienté, en termes de confort d'été, ça marche pas bien. Donc, comment est-ce que les aménageurs, les collectivités peuvent peser sur ces questions? Alors, vous avez, alors je prends peut-être pas je prends dans le désordre, là, je rebondis sur le dernier point. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle les CPA-UPE, effectivement, cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères, environnementales. On a ça dans tous nos secteurs d'aménagement. Ce qui nous permet, enfin, à mon humble avis, de faire des choses qui sont quand même plutôt plus qualitatives que ce qu'on va trouver en diffus, d'une manière générale. Après, il n'en reste pas moins que, logement spécifique, il va avoir des caractéristiques spécifiques pour certaines. Et donc, typiquement, un logement étudiant, il y a une fenêtre en général, donc il va être mono-orienté. Ça, bon, là, pour le coup, j'y peux rien. Il va être mono-orienté, il va en effet être assez répétitif. On n'en voudra pas au concepteur. Enfin, j'ai à un moment, sur certains produits, oui, il va y avoir forcément ça. Donc, vous allez vous poser des questions d'intégration urbaine au mieux. Ça, c'est tout le travail qui va être fait avec le maître d'œuvre de l'ESAC, bien sûr. Mais vous savez que vous allez avoir un objet particulier. Les questions sur lesquelles on essaye de se projeter, c'est justement qu'est-ce que ça peut devenir si jamais la gestion n'est pas pérenne. C'est évidemment un chill que vous avez dans l'aménagement. Vous programmez une transformation territoriale sur un assez long terme. Vous la réajustez quand même régulièrement en fonction de comment évolue la situation réelle. On n'est pas dans un île, enfin, c'est sur une île, quoi. Donc, ça interagit avec tout ce qui se passe autour. Donc, on prend en compte et on essaye de se poser la question de la pérennité de la gestion. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas la garantir. C'est-à-dire qu'au moment où on met en place un logement spécifique, on a une première mise en œuvre. Donc, on a un objet architectural. La question qu'on va se poser, c'est est-il transformable, ne l'est-il pas, autre chose. J'aurais tendance à dire, c'est que le spécifique appelle le spécifique, un petit peu. Ça peut être un autre spécifique demain, potentiellement, mais donc quel potentiel d'évolution il y a. Et puis, ce potentiel d'évolution, il se travaille en effet architecturalement, mais aussi juridiquement. Donc, un point sur lequel on est très attentif, par exemple, c'est de privilégier l'investisseur unique au découpage en copropriété. Ça nous renvoie à des logiques de commercialisation du programme. Voilà. Parmi les éléments d'évolution, vous avez la structure du bâtiment, mais vous avez aussi la structure de détention. Mais à ce sujet, Patrice, il me semble que, enfin là, ce qu'on comprend, c'est que l'aménageur ou la puissance publique, de façon plus générale, évidemment fait part de certaines interrogations, voire de certaines prescriptions. Là, on parle de la vente en bloc plutôt que de la vente à la découpe. Mais en tout cas, est-ce que quand on est un acteur qui produit ce type de logement, est-ce qu'il faut
convaincre fortement les élus ou est-ce qu'ils y vont tout seuls? En tout cas, j'ai en tête le fait que dans des territoires comme Plaine Commune ou Est Ensemble, donc Nord et Nord-Est de Paris, la production a été importante. Et on réalise actuellement, il y a des taux de remplissage qui sont loin d'être optimaux. Et une des réactions de puissance publique a été de réguler un peu plus fortement par des chartes. Comment on les reçoit quand on est opérateur? Comment on reçoit cette régulation publique? Écoutez, j'ai travaillé quelques années chez un opérateur, le premier promoteur français. Ils ont une filiale Studéa, 98% de taux de remplissage. Ils ont une filiale senior avec quelques résidences seniors, 99% de taux de remplissage. Et le gestionnaire, qui est une entreprise dont le but est d'être rentable, cherche à avoir un maximum de taux d'occupation. Donc, si vous rencontrez des gens qui ont un taux d'occupation faible, c'est qu'ils ont mal fait leur travail. Ils ont mal fait leur travail de ciblage, localisation et qualité du logement. Les gestionnaires, effectivement, ils ont besoin, pour être rentables, d'un nombre de lots. Donc, madame a raison, d'un point de vue architectural, c'est difficile de faire un projet à 50 lots, tout simplement parce que financer l'accueil, financer les repas, financer la blanchisserie, qui sont les services qui permettent les réductions de TVA fiscalement, eh bien, vous ne pouvez pas le faire sur un trop petit nombre de logements. Donc, on se retrouve avec des unités à 100, 120 logements pour être rentable. Et ça contraint l'architecture. Les gestionnaires en interne, c'est vrai, ont un souci de l'espace. Ils se disent, il faut optimiser. Effectivement, on raisonne, je dirais pas la cellule parce que le mot est péjoratif, mais à l'unité de vie, quoi. Hein. Mais encore une fois, tous les opérateurs qui sont solides sont des opérateurs qui trouvent leur public. Donc, il faut garder en tête que, en fait, ils ont besoin et que, en fait, sauf les projets que vous auriez rencontrés qui ont mal fait leur travail, en fait, il n'y a de rentabilité de l'exploitant que parce qu'elles sont pleines, ces résidences. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a besoin de convaincre les élus? Est-ce que les promoteurs sont en situation de se dire, de se frotter les mains parce qu'ils ont un projet, il faut à tout prix que les élus y cèdent? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas Je ça. vois que la commercialisation est un moment un peu charnière, enfin clé. Donc, découpe, banque. On sait que certains territoires, enfin, je crois que c'est le cas dans les opérations, une partie des opérations, en tout cas au moins des Pamarnes, il n'y a pas de vente à la découpe, c'est uniquement du mono-investissement. Est-ce que c'est contraignant pour vous, ça? Ça contredit Oui. complètement ce que vous disiez au départ en disant il y a énormément de production, énormément de production. Aujourd'hui, le résidentiel géré senior, il est complètement à l'arrêt. Il est complètement à l'arrêt. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui s'est fait essentiellement sur du haut de gamme pour des déciles 8, 9, 10, qui est commercialisé par des réseaux bancaires à des gens qui ont plutôt 45 ans, 50 ans, dont ils voient que le compte en banque est plutôt rempli, et qui leur propose un logement avec un gestionnaire. La question du gestionnaire est centrale parce qu'en fait, il y a eu tellement de services qui ont été déployés, la coiffure, la piscine, le restaurant qui coûte très cher en exploitation, hein, internalisé dans la résidence, que la plupart des résidences des exploitants ne fonctionnent que parce que la promotion met ce qu'on appelle un fonds de concours. C'est-à-dire que l'activité de construire génère des ressources financières qui sont données pour partie non négligeable à l'exploitant, qui va lui permettre de gommer les délais de remplissage s'agissant du senior et de retrouver une exploitation positive à 20 ans. Et donc, on a de l'image du promoteur qui se frotterait les mains parce qu'en réalité, il vient financer l'activité d'exploitation, si vous comprenez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, le réseau senior, il est à l'arrêt. Ce qui marche, parce qu'il y a les pouvoirs publics ont beaucoup appelé à ça, c'est l'étudiant. Pas partout, parce qu'il y a des élus qui disent, moi, les étudiants, c'est aussi des services, c'est aussi parfois des nuisances festives et compagnie. Et pour moi, on est sur un marché qui est à 10% de la production totale. Si on regarde toute situation locale mise à part,
C'est un marché qui est assez, c'est vrai, résilient. Alors, vous parlez de l'exploitation positive à 20 ans. Et à 20 ans, on sait que la démographie, elle va changer de manière assez radicale. C'est-à-dire que les jeunes, il y en aura moins et les seniors, il y en aura beaucoup plus. Et comment les acteurs du métier envisagent Ça, c'est difficile. Ça, Ouais. clairement, vous pointez quelque chose depuis tout à l'heure mon voisin a eu du mal à y répondre, quoi, parce que bah, techniquement, on sait mettre des planchers et des plafonds qui permettent de reconstituer des cellules, faire disparaître des pièces. Mais s'agissant du senior, et les surfaces ne sont pas petites dans ce que j'ai vu, parce qu'en fait, les gens viennent avec leurs meubles, ils viennent avec leur vie, et ils s'y projettent, ils mettent beaucoup de temps dans le senior avant de se dire j'y vais. Et donc, on ne peut pas produire des logements exigus, c'est un peu différent dans le logement étudiant qui est très optimisé, mais je pense qu'il est difficilement mutable. Et donc, sur le senior, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés parce qu'on est quand même sur des démographies très prévisibles et très longues. Sur l'étudiant, on a des sujets d'ingénierie à réfléchir ensemble. Et alors, quand vous parlez de mutabilité, aujourd'hui, on fait beaucoup de transformations. On transforme du bureau en logement et souvent, on le fait vers du logement spécialisé. Et donc, la mutabilité, elle est déjà là puisqu'on transforme. Ouais. Donc, Et là, il faut comment faire est-ce qu'on très pourrait- attention. Il on faut pour- faire très attention parce que Du on coup, peut c'est faire des souvent bêtises. l'opportunité de créer du logement spécialisé parce que l'actif, le bâtiment, on dit l'actif, mais Je pense que ça tout le montre le monde sujet. comprend bien qu'il faut, pour protéger la planète, produire moins de carbone et que construire sur le déjà là est une bonne idée. Quand on a des mètres carrés de bureaux vides, ça paraît le bon sens d'y faire quelque chose. Après, il faut pas essayer de faire rentrer en rond dans un carré. Les étudiants, ils ont besoin d'aménités, ils ont besoin de transport, ils ont besoin d'être proches des surfaces. Et ces résidences ne vivront pas bien et ne seront pas remplies si jamais on force le destin en essayant de reconfigurer. Et si vous avez un bon gestionnaire qui se projette sur des temps longs, qui fait bien son travail, il n'acceptera pas de prendre en gestion, qu'elle soit commercialisée au détail ou qu'elle soit commercialisée à un acteur bloc, la gestion d'une résidence qui serait mal située. Alors, la situation, souvent, quand on transforme, elle est très bonne, hein, parce que le bureau, c'est souvent près des transports, en centre-ville. La question, c'est plutôt les caractéristiques du bâtiment lui-même qui conduisent à faire des cellules qui sont trop étroites, trop profondes, mal. Ouais, là, il faut de bons architectes. Il faut de bons architectes parce que, comme le dit Marianne, bah, en fait, quand même, le logement, il évolue, donc on peut faire des choses intelligentes. Il y a quand même du co-living qui se déploie avec, pour le coup, la cuisine qui revient au milieu de l'appartement, avec la salle à manger qui revient au milieu de l'appartement. On a des salles de jeux qui se déploient. On a comment ça s'appelle, des espaces un peu cinéma, salle télé. Et dans les résidences étudiantes, à des prix qui sont acceptables pour des étudiants. Je veux dire, on n'est pas sur des résidences Crous avec des loyers très faibles sociaux, mais on n'est pas non plus sur du très haut de gamme. Une classe moyenne, on arrive à faire des choses et donc il faut de bons architectes. Ben, justement, venons-en un peu à ces aspects un peu plus sociaux. Marianne, ah ben voilà, peut-être. Ça me semble intéressant qu'on en vienne là parce que dans les associations du réseau de l'UNARGE, ce qui fait le ciment, c'est ce que vous disiez juste avant, c'est un projet social, un projet d'accompagnement social, un projet qui questionne l'insertion sociale de jeunes parfois dans des situations de précarité, de difficulté. Et là aussi, il y a un service en quelque sorte urbain qui est rendu, qui peut être celui de la mixité sociale. Est-ce que c'est pensé et quelle est la philosophie de cet accompagnement? Quel est ce projet d'accompagnement qui peut être un peu loin, en tout cas plus éloigné du projet immobilier? Oui, vous avez remarqué que c'est toujours les femmes qui parlent du social et les hommes de l'immobilier. Mais je pense qu'en fait, tout ça n'est pas complètement fortuit. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voulez programmer du logement spécifique, il faut normalement le faire en accord avec la programmation sociale et médico-sociale. Parce qu'en fait, non seulement il y a des PLH, il y a des CRHH, il y a tout ce qui va concerner l'urbain et l'habitat, mais en fait, il y a aussi des schémas du médico-social et du social et qui viennent de toute façon rendre possible ou pas la programmation de certains logements spécifiques. Il y a une partie du logement pour les personnes handicapées, les personnes âgées et même les jeunes, parce qu'un foyer jeune travailleur, il faut aussi un appel à projet. Donc, et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout connu de la part des gens qui font du logement. C'est qu'elle est beaucoup plus pilotée par
la puissance publique, cette production-là. Exactement, elle est pilotée par alors les préfectures en ce qui concerne les foyers jeunes travailleurs ou tout ce qui va venir concerner l'emploi, mais aussi pilotée par les ARS. Et donc en fait, je disais femmes et hommes, mais dans le fond, ça se retrouve vachement parce que vous avez vraiment une imperméabilité des cultures professionnelles et des façons de concevoir la ville, mais ne serait-ce que dans définir les besoins en fait. Or, le problème de tout ça, ça va être le modèle économique. Et donc, je partage en partie avec toi, Patrice, ce que tu dis, c'est que la protection sociale finance très mal les besoins en accompagnement de ces différents publics, quelle que soit l'intensité et quelle que soit la qualification, que ce soit du psychosocial, du médico-social, du social au sens de l'insertion. En fait, ça finance très mal. Il n'y a toujours qu'une petite partie qui est prise en charge par soit les départements, alors il y a plein de choses qui viennent financer la protection sociale en France, mais globalement, c'est un modèle qui est pensé pour que ce soit quand même l'exploitation du bâtiment qui vienne compléter la prise en charge des publics. L'exploitation du bâtiment, c'est en partie la redevance payée par les occupants. Exactement. Et donc, c'est pas autorisé, hein. Le code de la construction ne prévoit pas qu'une partie des redevances vienne financer l'accompagnement des personnes. Les personnes ne sont pas censées payer leur propre accompagnement. Mais de fait, c'est un boulon très compliqué dans la question du modèle économique et qui va venir en fait déterminer la réelle faisabilité de l'implantation des structures. C'est-à-dire que en fait, on détermine pas un niveau d'accompagnement en fonction des besoins, ou en tout cas, bon, on essaye de s'en approcher, mais surtout de comment on va pouvoir avoir un modèle économique qui permette de dégager suffisamment d'accompagnement. Concrètement, l'accompagnement, c'est des salariés, c'est des effectifs. Exactement. C'est à peu près. Alors, c'est combien justement, j'ai introduit en parlant de cette différence entre une résidence sociale jeunes actifs et un foyer jeunes travailleurs. Et le ratio d'accompagnement moyen dans le secteur sur les FJT, c'est de 7 ETP, toutes fonctions comprises, gestion locative, accompagnement social, animation socio-éducative collective. Donc 7 ETP pour 100 logements. Une résidence sociale, on va plus être autour de 1,5 ETP tout compris. Donc évidemment, vous ne produisez pas les mêmes effets sociaux quand vous, enfin j'espère, si vous avez 1,5 ou 7, sinon il faut aller sur 1,5 hein, si ça produit les mêmes effets. Mais, et donc, effectivement, la question du modèle économique, elle est aussi très déterminante sur la manière dont on va implanter. Sauf que du coup, par exemple, on parlait d'accueillir des saisonniers, accueillir des étudiants, accueillir des jeunes actifs. En fait, chacun va, plus vous spécialisez l'accueil, plus vous avez besoin de travailler sur le modèle économique. Enfin, j'ai un modèle économique qui n'accueillerait que des saisonniers, qui par définition sont là que pour la saison. Ça veut dire un logement. C'est encore pire que les étudiants. À la limite, un étudiant, il est là de septembre à juin. Un saisonnier, s'il est là que de juin à septembre, vous imaginez que plus vous spécialisez, en fait, plus vous devez aller vers un modèle économique qui est fin, qui est super mobile. Et en fait, généralement, la regénéralisation des publics accueillis, c'est-à-dire à la fois saisonniers, jeunes actifs, étudiants, vient aussi du fait qu'il faut considérer des occupations qui soient complètes sur l'année. Puisqu'il faut avoir un très bon taux d'occupation pour arriver à dégager des moyens d'exploitation, pour arriver à avoir des moyens d'accompagnement. Et donc ça, effectivement, c'est des considérations que n'ont pas toujours les différents planificateurs, qu'ils soient du côté du médico-social ou du côté de l'urbain ou du logement. C'est une mécanique fine avec des cultures professionnelles et des connaissances des champs l'un de l'autre qui sont assez étanches. Donc en fait, ce que vous dites là clairement, c'est que l'immobilier doit pas prendre en charge, ou ne peut pas prendre en charge, en tout cas dans le cas des résidences sociales, l'accompagnement social. En fait, j'ai envie de poser un peu la même question à Patrice Roch. Est-ce que l'immobilier prend en charge, dans le cas des résidences privées, un type d'accompagnement qui puisse être un tant soit pas social? Est-ce que c'est son rôle? Social, je pense pas que ce soit souhaitable. Si on est, ça dépend de ce qu'on appelle social, l'accompagnement social, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement médical, ça n'est pas son rôle. Si on est dans l'ordre des services et de l'animation, c'est différent. L'activité immobilière et l'exploitation arrivent à financer la présence d'un restaurant, d'un coiffeur, d'activités récréatives, de gym, très bien. Quand on construit une résidence intergénérationnelle en logement social avec une salle de 100 mètres carrés pour 100 logements et qu'on l'ouvre sur la ville et que le promoteur finance les premières années de l'activité, qu'ensuite le bailleur social qui en a fait l'acquisition
considérerait que c'est son métier de le faire et de mener une activité ouverte sur la ville, je pense que c'est une bonne chose. Mais on va être sur une activité en lien avec le milieu associatif, ça va être de la pétanque, ça va être un club cuisine, ça va être ce genre de choses, les goûters d'anniversaire. Et ça, que l'immobilier se mêle à la ville et à ces services-là, je trouve que ça répond à un besoin. Ce que dit Marianne est très juste. On n'a pas à faire le médico-social. Mais est-ce que ces expériences, parce que c'est au stade d'expérience, elles sont de plus en plus nombreuses? Parce qu'aujourd'hui, quand on a une résidence, c'est 1 mètre carré par chambre d'espace commun à peu près, entre 1 et 2 mètres carrés. Et donc, est-ce que ces surfaces de services partagés, est-ce qu'il y a des expériences qui les font augmenter avec C'est difficile. du C'est difficile, coworking, 100 logements, 1 mètre carré par logement, 100 mètres carrés pour une résidence. C'est ça le ratio. Après, qui est capable d'animer? Il faut trouver une association qui arrive à faire fonctionner des animateurs qui sont bons, qui sont capables de trouver pour diversité de public des animations communes, de les faire fonctionner dans le temps, de les ouvrir sur la ville. L'aide à la vie partagée qui a financé l'habitat inclusif et qui est distribuée par les départements avec autant de critères qu'il y a de départements, rend pas le système très lisible, mais aide un petit peu. Le promoteur aide un petit peu. Certains bailleurs y vont. Donc, on a beaucoup de bricolage. Et donc, je vous rejoins là-dessus. Il y a des choses qui me semblent néanmoins intéressantes. Quand vous avez un acteur qui dit « moi, je fais du co-living de personnes seniors, on est 8, et du coup, je mutualise en quelque sorte les avantages fiscaux des uns et des autres et les aides personnalisées dont ils bénéficient pour avoir quelqu'un à demeure 24/24 », ça, je trouve ça intelligent. On n'est plus sur le champ de l'accompagnement vraiment social, là, parce qu'il y a quand même quelqu'un de qualifié longtemps. Mais je trouve ça intéressant, puisqu'en fait, c'est les aides à la personne qu'on vient mutualiser. Ce qu'on ne sait pas très bien faire, c'est l'animation. Et aujourd'hui, la puissance publique ne se dote pas des outils réglementaires pour le faire. Ça n'est pas récupérable dans les charges, c'est pas vraiment le métier du bailleur, c'est pas le métier du promoteur. Et voilà. Moi, je veux bien compléter là-dessus. En fait, l'animation, tout le monde la veut, mais personne ne veut la payer. Enfin, donc, le locataire ne veut pas la payer, la puissance publique ne peut pas la payer, même si elle voulait, dans bien des cas. Donc, ça vous renvoie quand même une question, et par rapport à ce que vous disiez sur les expériences véhicules, est-ce que les locaux communs, ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Quand je visite des opérations, alors qu'elles soient sur le territoire où j'interviens ou ailleurs, je suis frappé par le sentiment de vide super sympa que j'ai à certains endroits et le sentiment de vide à d'autres. Et me semble-t-il, un critère qui discrimine, c'est juste, est-ce que parmi les gens qui y habitent, il y en a qui, à un moment, se saisissent un peu du truc et qui, du coup, le font vivre. Il suffit que vous tombiez sur des voisins qui vous entendaient bien, etc. Et ça prend comme ça. Donc, des fois, ça prend, d'autres fois, ça prend pas. Et en fait, je pense que le critère qui fait que ça prend, c'est quand vous avez des gens qui ne sont pas payés pour ça, mais qui montent de l'animation. Et à peu près la conclusion à laquelle j'ai abouti. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est l'habitant qui travaille en réalité. C'est sûr. Et tant mieux, j'allais dire. Quand les gens ne sont pas payés pour travailler, le modèle économique fonctionne bien. Mais c'est vrai que c'est le principe un peu. C'est quand même le gros malentendu associatif, hein, par ailleurs, c'est que les associations sont constituées de gens bénévoles qui vont venir produire du travail non rémunéré. Les associations, elles sont en France, elles sont le pilier numéro 1 de la protection sociale, et ce sont des associations qui sont composées par des salariés. L'essentiel des bénévoles sont des bénévoles de gouvernance, mais ce sont des salariés. Et pour le coup, on a parfois des gros malentendus avec les bailleurs qui viennent pondre du logement spécifique et dire « ah bah, il n'y a pas de vie là-dedans, on va mettre une association ». Mais l'association, il lui faut des financements, et ce sont des financements qui sont, je reviens à mon histoire, qui sont prévus ou pas dans le cadre de la protection sociale. C'est-à-dire, il n'y a pas une asso qui va recevoir des subventions suffisantes pour aller dire « ah mais oui, ça me plairait bien d'aller mettre de la vie dans cette opération immobilière ». Enfin, voilà, c'est quand même un petit malentendu. Alors après, il y avait quand même un point de... Moi, je ne suis pas si sûre que ce soit si différent, l'animation d'un côté et le médico-social de l'autre. D'abord parce que c'est aussi peut-être un peu, en partie, pardon Patrice, mais méconnaître la question du médico-social qui, en fait, le médico-social, c'est pas le médical précisément. On vient façonner des lieux de vie qui sont des lieux de réhabilitation sociale. C'est-à-dire, on n'est pas dans le soin. Alors déjà, c'est assez artificiel, hein, par ailleurs. La différence entre le médical et le médico-social, c'est aussi parce qu'on a besoin d'une catégorie pour classer, mais je veux dire, c'est des continuums, c'est plus ou moins médical, plus ou moins médico-social.
dans les foyers jeunes travailleurs, historiquement, depuis le début du siècle, l'action sur laquelle on se base pour être dans une démarche d'émancipation est celle de l'animation socio-éducative. L'animation socio-éducative, elle est conçue comme une animation des collectifs à visée émancipatrice et notamment soignante. C'est-à-dire que vous avez parmi ces jeunes travailleurs des gens qui vont plus ou moins bien, comme plein de jeunes travailleurs pas très bien en ce moment, comme pas mal d'étudiants pas super bien, mais on se base effectivement sur les collectifs pour avoir voilà, une dimension qu'on pourrait qualifier de soignante, si on arrivait à dégager soignant de la question médicale. Et donc, on voit aussi que dans le champ médico-social, d'ailleurs, la recollectivisation des cuisines qui deviennent effectivement des vecteurs, des vecteurs soignants, hein, des vecteurs de réhabilitation psychosociale, bah, ça existait déjà il y a 100 ans, c'est-à-dire avec cette hypothèse que, certes, il y a du travail social à faire en individuel, mais c'est aussi les lieux communs qui vont venir être le support Et je termine juste parce que les lieux communs, ils ne sont pas financés non plus. C'est-à-dire que quand vous construisez un foyer jeune travailleur, une résidence sociale, en fait, c'est des briques de PLAI, mais la partie qui est locaux communs et qui va non seulement permettre de se réunir, mais aussi même incarner la question du fait que c'est une résidence sociale et pas juste un immeuble de PLAI en T1, et ben, ce sont ces lieux communs et qui sont précisément pas financés en PLAI. Les lieux communs, c'est pas du logement, donc c'est pas financé. Donc on revient sur les histoires de modèles économiques qui produisent ou pas. Et de questions de lien social et urbaine qui Exactement. se jouent à une échelle de la qualité du logement inséré dans la Mais ville qui est et pas les abstraite. politiques. Tout C'est à fait. le lien social, c'est pas le truc abstrait pour les filles et puis on laisse les chiffres et les montages économiques Non, ça au champ immobilier et bien viril. Enfin, le social, c'est du sérieux. C'est d'ailleurs c'est des chiffres à virgule aussi. C'est des ETP. c'est des pour ça qu'on t'a invité. Merci. On a le temps de prendre 2 questions courtes avec 2 réponses courtes et on finit à 40. Est-ce que des mains se lèvent? Parce qu'il y a plein de choses à dire, donc s'il y a des questions, on peut... Oui. Ouais, je fais court, j'en poserai plus, mais comme ça, ils choisissent. Peut-être, alors, il y avait Hélène Joannet, donc de l'Institut Paris Région. Donc, déjà, merci beaucoup. Une question, peut-être revenir sur le rôle contracyclique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est des produits parfois qui étaient destinés à autre chose et qui finissent par échouer sur des résidences? Ou bon, peut-être rôle contracyclique. Est-ce que vous avez des éléments sur la satisfaction des résidents par rapport au service? Est-ce que l'ouverture vers le quartier ou autre, c'est quelque chose qui quand même progresse? Donc, vous choisirez les questions. Et par rapport aux élus, est-ce que en partie, ce sont des résidences où il y aura des non-électeurs? Et du coup, est-ce que ça a une influence sur quelque chose? Merci. Pas d'autres mains? Je passe rapidement. Allez-y, prenez un micro. Commencez en 2-3 mots. Bah, moi, je peux peut-être commencer sur les élus, parce que c'est perfide, votre question. Effectivement, quand on programme du logement spécifique, on programme souvent des non-électeurs, ou en tout cas quand on s'adresse aux jeunes de manière générale. C'est le cas pour les étudiants qui restent souvent inscrits électoralement dans la commune où résident leurs parents. Et c'est le cas de tous les gens qui vont avoir des séjours courts. Plus le séjour est court, plus vous avez moins vous avez de chances que les gens s'inscrivent électoralement. Donc c'est quelque chose, j'imagine que. Alors je précise que j'ai été élue et que pour autant, je n'ai pas prévu ces choses-là de façon si machiavélique. Mais c'est inévitable que ce soit dans l'esprit des programmeurs. Enfin, je veux dire, si on regarde la partie un peu utilitariste, quand vous êtes élu et quand vous faites votre bilan sur combien de logements vous avez produit, on compte au logement. Bah, c'est sûr que c'est plus, vaut mieux programmer des T1 que des T5. Hein. Enfin, je veux dire, c'est mathématique. Et effectivement, vous avez cette attention. Enfin, vous pouvez pas ne pas y penser, ou alors c'est que vous pensez à rien. Et donc, il y a effectivement cette idée qu'il faille aller contre ce qui vient spontanément pour arriver à construire un idéal politique qui soit effectivement pas celui qui soit complètement utilitariste. Mais oui, ça existe. Ça, je suis à peu près persuadée qu'un élu qui dirait qu'il ne pense pas, c'est qu'il ment. Xavier Desjardins et après Laurent Girometti. Oui, juste 3 petits points. Sur les services gratuits que propose la ville, enfin, Laurent, vous en avez parlé. En fait, je trouve que c'est quand même une très bonne question à poser comme ça. Enfin, je veux dire, c'est dans les classiques de l'urbanisme, Jens Jacobs qui nous expliquait qu'une ville mixte était mieux. C'est mieux de faire une ville mixte que de payer des policiers municipaux, puisque en fait, il y a une surveillance gratuite.
enfin, je pense que c'est quand même une vraie question, c'est-à-dire comment la programmation urbaine produit de l'animation et de la reposer comme ça. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas du financement, évidemment, pour les questions sociales, mais je pense que c'est quand même une question importante. La deuxième question pour la recherche, voilà, je pense que enfin, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais je pense que ça mériterait d'être vraiment travaillé. Cette question, en fait, tout ce que nous disent les logements spécialisés, c'est la redéfinition des frontières de l'intime, du rapport public-privé, de ce qu'on partage avec les autres, etc. Et je trouve que, et pour ça, ces logements, ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous disent ce qu'on fait ensemble, ce qu'on fait pas ensemble. Et je pense que ce serait intéressant de le regarder, par exemple, dans la diversité des publics jeunes, à la fois les jeunes travailleurs ou les résidences étudiantes, où de temps en temps, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont logés dans ces résidences étudiantes parce que souvent, quand on vient de Chine, d'Amérique latine, etc., c'est plus facile quand on est juste quelques mois à Paris que d'aller louer. Voilà. Et donc là, je pense que c'est des lieux qui sont détecteurs de ça et je suis pas sûr qu'on soit au bout des analyses, même s'il y en a des ponctuels, mais je trouve que ce serait intéressant d'aller plus loin. Et la troisième élément, j'ai envie un petit point comme ça, c'est que comment tout ce qu'on raconte depuis ce matin redéfinit la place des métiers du soin. Parce qu'on les a vus depuis ceux qui reçoivent ces services, mais je pense que ça redéfinit aussi les métiers du soin et ce serait intéressant aussi de le regarder en précision en termes de temps de travail, de rapport de travail, etc. Puisqu'en fait, je dirais le soin ou le care, pour dire en anglais, est accolé au bâtiment. Enfin, je veux dire, et donc, ça veut dire quoi en termes de fragmentation des temps de travail, etc., plutôt que d'avoir une pensée de la politique du care, par exemple, par quartier. C'est-à-dire que là, on la colle au bâtiment. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les temps de travail, dans l'implication, à la fois, et tous les métiers qu'on dit là, parce qu'il y a les métiers de la sécurisation, les métiers de l'accompagnement social, de l'accompagnement psychologique, etc. Qu'est-ce que ça produit pour ceux qui aident d'être ainsi liés à l'immobilier? Est-ce que, en une phrase, Laurent. Parce que la question était très riche et il y a plein de tiroirs dedans. Alors, j'ai essayé d'aller vite. Contrat cyclique ou pas? Alors, bon, c'est des graphes, donc on se dit, OK, oui, petit effet. Alors qu'en fait, moi, mon ressenti, c'est que c'est pas contracyclique très longtemps quand même. Je pense que mon voisin aussi. C'est-à-dire que quand on a des périodes qui sont très compliquées, vous allez avoir les rentabilités attendues qui vont augmenter. Les rentabilités attendues augmentent, donc soit les prix baissent, soit les loyers augmentent. Enfin, j'allais dire, du coup, c'est pas contracyclique très longtemps. Donc, à mon avis, hein. Ça, faut voir. Pour rebondir sur la question des élus, effectivement, il peut y avoir, je ne ferai pas une catégorie uniforme là-dessus parce qu'il y a plein de manières de se positionner différentes. Vous savez, effectivement, vous pouvez avoir des fois des stratégies, des fois ce que j'appelle la stratégie no kids. Enfin, je cherche des trucs qui vont rien poser sur les finances publiques en fonctionnement derrière. Ça, c'est des stratégies qui existent. Mais vous avez aussi la stratégie nuisance, si jamais l'idée que ça fait que c'est souvent basé quand même sur forcément sur des stats, mais sur du retour d'expérience, en fait. Y a-t-il eu un problème avec tel ou tel sujet? Y a-t-il eu un problème avec une résidence qui a mal tourné, etc., etc. Et donc, c'est beaucoup basé, me semble-t-il, dans la perception des élus sur la confiance, en réalité. Est-ce que j'ai confiance dans ce produit? Est-ce que j'ai confiance dans celui qui me la présente? Et ceux qui vont la gérer, etc., etc. Est-ce que c'est un acteur déjà présent? Et finalement, ça me paraît qui intervient réellement sur la concrétisation des affaires, dont on parle pas si souvent que ça. Par rapport à la question d'ouverture que vous citiez, je pense qu'effectivement, elle est souhaitable, ça apporte quelque chose. Donc, mais c'est toujours une potentialité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une potentialité d'ouverture, il y a un espace qui peut être ouvert, mais suivant comment il va être géré, ben, il le sera ou il ne le sera pas. Et je reviens à quelque chose qui me frappe en matière de logement spécialisé, c'est que vous avez une tendance à la segmentation d'une manière générale, hein, c'est-à-dire j'essaye de cibler mon public. C'était évoqué tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant. La question du ciblage des politiques publiques, en fait, la Cour des comptes a sa responsabilité là-dedans. On vous demande chaque fois d'aller faire des trucs, de dire mille-poil à quoi vous servez. Voilà, tout ça, c'est de la segmentation. Vis-à-vis des publics que vous allez accueillir, même chose, vous allez chercher les segmentations, potentiellement vous allez chercher la niche. Ça renforce le côté du coup très individualisé de ce qu'on va faire, alors qu'autour de l'animation, ce dont on a besoin, c'est plutôt de dépasser l'individualisation pour aller sur quelque chose qui est collectif. Donc là, pour moi, il y a quelque chose à travailler pour les élus, pour la puissance publique, qui est finalement quel levier j'ai pour arriver à faire un peu de collectif dans quelque chose qui en fait est ultra segmenté. Et c'est là où les collectivités peuvent peut-être avoir quelque chose à placer localement.
Mais de manière très courte, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Marianne et l'évolution du logement jeune actif, en fait, la frontière entre l'individuel et le collectif, finalement, c'est tout cet équilibre-là qui va faire la qualité du logement spécifique. Et si on n'a pas assez de collectif, bah, le lien social, il y sera pas. Et si l'individuel n'est pas qualitatif, ben, les gens ne seront pas non plus heureux dans leur logement. En une phrase, la mixité sociale, ça n'existe pas s'il n'y a pas des gens qui brassent. C'est-à-dire que vous pouvez toujours mettre toutes les salles communes avec les baby-foot de l'enfer en bas d'immeubles. S'il n'y a pas quelqu'un, des gens qui se chargent d'aller amener des gens de l'extérieur, des gens de l'intérieur, de motiver les gens pour lâcher effectivement leur loisir individuel à l'intérieur des cellules, s'il n'y a pas quelqu'un, le truc ne marche pas. Votre baby-foot, il y a de la poussière au bout de 3 mois, quoi. Merci pour ce mot de la fin. Ça me va bien de terminer comme ça. Merci beaucoup pour votre participation. Désolé pour les erreurs techniques et le retard. Et donc, une prochaine conférence, et mot idéal aura lieu un peu plus tard. Vous en serez informés. Merci beaucoup de votre présence. À bientôt.